Messieurs, dames, tout d'abord, merci à vous tous d'être là ce soir. On a une chance incroyable. On a une chance incroyable et c'est magnifique de voir qu'on a pu retrouver et rassembler toutes ces personnes. Beaucoup sont sur la route, c'est les vacances scolaires. Vous avez décidé d'être là. Merci à vous. On est d'accord que le pays traverse une phase de transition. Le mouvement est connu de tous. Et pour ça, on sait que ça bouscule énormément de choses pour tout le monde. Nous, ce soir, on veut parler aux citoyens. Alors certes, il y a les gilets jaunes, mais avant tout, on est des citoyens. Ça fait 14 semaines que le mouvement est en route. 14, ça commence à être long. Les revendications sont toujours les mêmes. Il y en a trop pour toutes les mettre ce soir et pouvoir en parler. On a donc décidé de cibler sur 4 grands thèmes. Nous avons la chance d'accueillir monsieur Frédéric Farah, qui va présenter en tant qu'économiste la partie sur la hausse du pouvoir d'achat par le biais de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Nous avons la chance aussi d'avoir monsieur Gérard Filoche qui, en tant que fiscaliste, va nous parler du rétablissement de l'impôt sur la fortune. Monsieur Philippe Pascot et son humble chapeau, en tant qu'écrivain et ancien adjoint au maire de la commune d'Évry, est là pour nous parler de tout ce qui concerne les avantages et privilèges de nos élus. Eh oui! Ah où? Eh Gilet, quel est votre métier? Et enfin, nous conclurons après ce beau aou avec Priscilla qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Merci Priscilla. Accompagnée de Philippe Pascot, nous parlerons de ce fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et de ce que ça implique quand on parle d'une nouvelle démocratie. Voilà. Cette question de la TVA sur les produits de première nécessité renvoie à une question, à mon avis, plus générale, et je voudrais, dans le temps qui m'est donné, avant d'arriver sur la question de la TVA, c'est de l'inscrire sur une réflexion sur le pouvoir d'achat. En gros, si on veut voir son pouvoir d'achat augmenter, pour le dire de manière simple, pour commencer, soit on voit notre revenu qui progresse, par exemple nos salaires, soit on peut espérer que les prix des biens que l'on va acheter, peut-être, eux, ils baissent. Si on réfléchit uniquement sur la question de la TVA et d'une baisse éventuelle de cette TVA, on va laisser de côté une autre question qui me paraît centrale, dans laquelle je voudrais me placer, qui est la question des salaires. Et que, fondamentalement, si on se contente juste d'une mesure fiscale et on ne revient pas sur la question centrale du partage entre le travail et le capital et la progression des salaires, l'augmentation, la réduction de la TVA peut, de l'autre côté, par une autre mesure gouvernementale, être tout de suite annulée en disant, par une stratégie habituelle, que cela va coûter trop cher aux finances publiques et donc de l'austérité en retour. Donc ce qu'on pourrait donner d'une main pourrait être immédiatement retiré de l'autre. Il faut bien le garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, les recettes principales de l'État viennent surtout de la TVA et de la CSG, et plus de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est très important à garder à l'esprit. Et qui ne sont pas des impôts progressifs et justes. Donc ça, il faut garder à l'esprit. Alors, je vais juste resituer cette question de la TVA et du pouvoir d'achat dans quelque chose de plus général. Et ensuite, je vais m'intéresser, si vous voulez, à la TVA elle-même. Qu'est-ce que ça pourrait donner comme pouvoir d'achat si on la ramène à zéro sur certains produits. Mais je pense que si aujourd'hui on réfléchit uniquement sur des questions de fiscalité, c'est parce que nous sommes dans un contexte spécifique où l'État, de manière volontaire, s'est dépossédé d'instruments d'action qui fait qu'aujourd'hui, on est passé d'une question sociale à une question fiscale. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vivez dans un État
qui, pour une raison diverse et variée, sur lesquelles je reviendrai, n'agit plus sur sa monnaie, n'agit plus sur les taux d'intérêt, son budget est orienté à l'austérité, n'ose plus nationaliser, pense qu'aux privatisations, n'organise plus la production, que lui reste-t-il comme instrument à peu près de souveraineté en tant que tel? C'est la fiscalité. Donc, comment penser une action encore plus ample si volontairement, les différents gouvernements depuis 35 ans ont abandonné des leviers de politique économique? Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, la question centrale, à travers la question du pouvoir d'achat, c'est la question du partage des richesses dans ce pays et la question des inégalités économiques et sociales. Aujourd'hui, si on agit uniquement sur le levier, comment dire, de la TVA, on obtiendra peu ou pas assez. Donc, nous sommes dans une situation où si on ne réfléchit pas sur la manière dont on redistribue le revenu national, on ne pourra obtenir que des choses à la marge, aussi importantes soient-elles. Je vous donne un exemple, avant d'arriver spécifiquement sur cette dimension de la TVA. Dans la présente réforme en cours, mais qui n'est pas encore actée, des retraites, il nous est expliqué par exemple que la dépense nationale qui devrait être accordée aux retraites ne devrait pas dépasser 14% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'on gèle le partage des richesses. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, pour que ça corresponde à ces 14% de PIB, qu'est-ce qu'on fera à l'avenir? Eh bien, on va baisser le niveau des pensions. On va rendre les retraites plus modestes. Donc, il y a une partie pour regagner du pouvoir d'achat qui, effectivement, se situe au niveau de la question des salaires. Et si on reste dans cette logique d'un rapport défavorable au travail et favorable au capital, les salaires ne progresseront pas. Et pourquoi il est défavorable? Parce que nous vivons en Europe où les capitaux circulent plus vite que nous. Et comme les capitaux circulent plus vite que nous, sur qui porte l'ajustement? Sur qui circule moins vite, c'est-à-dire les individus, à qui on dit, si on ne fait pas des conditions favorables au capital, le capital ira ailleurs, donc effectivement, sur qui doit porter l'ajustement à la baisse, c'est-à-dire comprimer les dépenses sociales, compresser les salaires, ce sont les individus. Donc, fondamentalement, si je prends ce temps avant de rentrer spécifiquement sur les effets positifs ou éventuellement positifs de cette réduction de TVA, c'est pour bien comprendre que si même on obtient cette réduction de TVA, quand bien même je vais montrer les avantages et les inconvénients possibles, même s'il n'en avait que des avantages, mais que le cadre général, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, la répartition entre capital et travail n'est pas revue, on se retrouve à vivre avec une monnaie toujours surévaluée qui est l'euro et qui n'est pas bonne pour notre économie. Si on garde ce cadre général, une réduction du taux de TVA ne sera qu'un petit élément, mais on ne remettra pas plus de justice sociale au bout de la route. On contribuera peut-être un peu, mais si ce cadre demeure, eh bien, cette justice sociale qu'on peut appeler de ses voeux ne sera pas au rendez-vous. Parce qu'il y a un cadre économique général qui pousse à la déflation, c'est-à-dire à la compression des salaires, à la réduction de la dépense sociale, à la désarticulation des services publics. Ce cadre économique, ce n'est pas simplement un cadre national, c'est un cadre européen qui conduit aussi à cette situation. Donc, il me paraissait important, avant de rentrer dans les détails techniques sur la TVA et ses avantages ou non, il me paraissait essentiel de dire en introduction que tant qu'on maintient ce cadre, c'est-à-dire une économie surfinanciarisée, un partage travail-capital qui n'est pas favorable au salaire, tant qu'on n'agit pas sur ce levier, tant qu'on ne restaure pas la progressivité de l'impôt, agir sur la TVA
ou des mesures voisines, ce n'est qu'un élément, mais ce ne sont pas les éléments essentiels d'une logique qui est effectivement défavorable au travail. Ça me paraissait essentiel à dire. Et aujourd'hui, il faut retrouver, au-delà de la question fiscale, avant que je rentre dans ces détails-là, la question sociale du rapport travail-capital. Et ça, c'est essentiel à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce sont les impôts les moins justes qui ont pris le plus de place. La TVA en est un exemple. Puisque la TVA est proportionnelle à ce que vous consommez. C'est-à-dire qu'effectivement, quelle que soit votre situation économique, il y a un taux de TVA qu'il faut s'acquitter. Et comme les ménages plus modestes consacrent une plus grande part de leur revenu à la consommation, eh bien forcément, ils tombent sous le coup de la TVA. Donc, il y a une nécessité non seulement d'agir sur la TVA, mais surtout de restaurer la progressivité de l'impôt sur le revenu qui n'est plus progressif. Alors, si maintenant, pour ne pas faillir à ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire de réfléchir spécifiquement sur cette mesure qui est proposée, de dire quelques mots sur les attendus ou les espérances de cette réduction. Bon, tout d'abord, il faut savoir, sans rentrer dans la technique, qu'il y a 4 taux de TVA en France et qu'il y a effectivement une TVA qui concerne ces produits de première nécessité. Il reste encore à déterminer qu'est-ce que c'est qu'un produit de première nécessité, sachant que pour la petite anecdote, le taux de TVA sur les produits de première nécessité qui est de 5,5 et qu'on voudrait voir passer à 0, quand je regarde la liste parfois des produits de première nécessité qui sont taxés à 5,5, on peut voir toutes sortes de produits très différents et il reste à savoir... je ne vais pas faire tous les taux de TVA, on pourrait le faire dans le questionnement parce que là, ce serait un peu long. Par exemple, il y a certains produits, je ne sais pas, par exemple, alors on pourrait dire que ce n'est pas de première nécessité, la confiserie, le chocolat, c'est comment dire, on est plutôt à 20%, on n'est pas à 5,5, donc pourquoi ceux-là et pas les autres? Il y a, si vous voulez, donc il y a déjà à déterminer qu'est-ce que c'est que ces produits de première nécessité en tant que tels. Bon. Mais en même temps, ce taux, si on veut le ramener à 0, il va falloir négocier avec l'Union européenne. Parce que normalement, l'Union européenne estime qu'on ne pourrait pas passer de 5,5 à 0 au nom d'un argument souvent qui me paraît un peu douteux, en disant que ça va fausser la concurrence ou ça va créer du dumping, comme on dit, social et fiscal. Ce qui est très étrange parce que le dumping social et fiscal se porte comme un charme en Europe. Donc, ça m'amuse un peu ce genre d'argument. Donc, en tant que tel, il faudrait engager une négociation avec l'Union européenne. Et vous savez, l'Union européenne n'a pas une couleur très sociale. Hein. Je pense que tout le monde en est convaincu ici. Je vous donne un exemple. En Italie, il y a en ce moment une réforme qui voudrait revenir sur une réforme antérieure des retraites qui était assez dure avec les retraités. Et cette réforme est en cours. Et l'Union européenne a expliqué que cette réforme, c'est-à-dire revenir sur une réforme antérieure qui était assez régressive, eh ben, revenir sur la réforme antérieure qui était régressive était défavorable à la croissance. Hein. Donc, si vous voulez, donc, déjà, il faudra négocier avec l'Union européenne pour amener ça à 0. Peut-être c'est négociable, mais c'est à voir. Mais, si vous voulez, le problème, c'est que, en tant que tel, on pourrait dire que certains disent ce n'est pas efficace parce que ce n'est que quelques centimes. Mais si, effectivement, on étend cette baisse de TVA à un certain nombre de produits qu'il faudrait déterminer, eh bien, ça pourrait faire quand même, selon certaines études que j'ai pu voir, eh bien, on pourrait atteindre, si on étend effectivement cette baisse de TVA à un certain nombre de produits, peut-être, on pourrait rendre aux ménages quelque chose comme 2,7 milliards de pouvoir d'achat. Mais en même temps, je le répète, ça reste encore, à voir. Il faudrait déterminer les produits sur lesquels on pourrait s'entendre que c'est de première nécessité. Il faudrait cibler un peu mieux la mesure,
pour savoir est-ce que ça profite à qui et comment, et sachant qu'en plus, que la TVA rapporte 155 milliards d'euros à l'État en 2018, donc ça ferait 10 milliards de moins à l'État, et le risque alors, ce serait quoi? C'est que l'État dise ses finances sont mises en difficulté, et donc l'État va compenser comment? Vous le savez, en rognant sur l'hôpital, en rognant sur les services publics. Donc, bien sûr, on pourrait obtenir, si vous voulez, un certain gain de pouvoir d'achat, et savoir quelles sont les catégories aussi de ménages qui pourraient en bénéficier. Ça, il faudrait le préciser. Ça, c'est encore à établir. Mais le problème, c'est que quand bien même on obtient ceci, ce qui est déjà non négligeable, le risque, c'est que ce qui va être accordé d'un côté soit repris de l'autre. Vous le voyez bien dans les mesures budgétaires du présent gouvernement, où vont, on va dire, les avantages? C'est plutôt vers le haut de la redistribution du revenu que vers le bas. Donc, dans le fond, je ne dis pas que la mesure paraît mauvaise, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle ne suffira pas à elle seule et qu'elle sera, si vous voulez, comme une compensation. Parce qu'en fait, c'est pas pour qu'il y ait vraiment du pouvoir d'achat, il faut que les salaires augmentent. Et je rappelle quand même en France que 90% de la population active sont des salariés. Donc, c'est-à-dire que la majeure partie du revenu des individus vient de leur salaire. Alors évidemment, tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Mais tant qu'on n'agira pas, et pour moi c'est quelque chose d'essentiel, sur les salaires, au mieux on peut essayer, sur la fiscalité d'obtenir certaines choses, mais ce ne sera que très partiel pour réintroduire de la justice fiscale et une vraie progression du pouvoir d'achat. Sinon, vous voulez, on se retrouve par exemple quand M. Macron dit « Ah, j'ai donné 10 milliards là ». Mais ce n'est pas vrai. Dans la mesure où il a annulé certaines augmentations de CSG, qu'est-ce qu'il fait? Il n'augmente pas le pouvoir d'achat, il le ramène à la situation antérieure. Et ramener à la situation antérieure, ce n'est pas augmenter le pouvoir d'achat. C'est juste stériliser une baisse du pouvoir d'achat, mais ce n'est pas l'augmenter. Donc c'est pour cela que si on n'agit pas sur le levier des petites retraites, si on n'agit pas sur le levier des salaires, la réduction de la TVA sur les biens de première nécessité, c'est un petit progrès, on ne va pas bouder, si effectivement les études ne se trompent pas et on arrive à les identifier et à obtenir un certain nombre de milliards qui peut être reversé, mais ça ne suffira pas. Donc ce que je tiens à vous dire, c'est que baisser la TVA sur les produits de première nécessité, c'est un élément, mais tant que le cadre qui est défavorable aux salariés, qui est défavorable à l'activité, qui est défavorable au service public se maintient, le risque, c'est d'être toujours sur la reculade et obtenir quelques éléments non négligeables, mais qui ne seraient pas suffisants. La vraie question, et je conclus là-dessus et je le redis encore, c'est les salaires et c'est restaurer un impôt progressif qui puisse par lui-même introduire plus de justice fiscale. Je vous remercie. Et maintenant, je remercie Monsieur Filoche qui va nous parler de l'ISF. Bonsoir. Merci de m'avoir invité et c'est un plaisir de parler devant vous. Quelques mots pour me présenter en complément. Je ne suis pas vraiment un fiscaliste, moi. Je suis un fils d'ouvrier. J'ai été ouvrier moi-même. Mon père était menuisier chaudronnier. Ma mère était aide-soignante. J'ai dû faire au moins 12 métiers pour survivre et faire mes études. J'ai été chauffeur, livreur, manutentionnaire, conducteur de train, facteur, pion, imprimeur et ouvrier du livre. Avant de passer un concours d'inspecteur du travail qui m'a permis de visiter en 28 ou 29 ans, j'en ai 73, 9 ou 10 000 entreprises, ce qui me permettait d'y voir la violence de l'exploitation et souvent la richesse des exploiteurs au détriment de ceux qui bossaient, c'est-à-dire nous, les salariés, qui produisons les richesses et n'en recevons pas la part que nous méritons.
inspecteur du travail, ça m'a permis de regarder de près, notamment les 1000 entreprises de ce pays qui font la moitié de l'économie du pays. Parce que souvent on parle d'entreprise, mais entreprise ça veut rien dire. C'est comme les poissons. Il y a des requins et il y a des sardines. C'est pas pareil entre la petite entreprise et les 1000 entreprises qui décident de tout dans ce pays. Et puisqu'on me fait parler impôt, et que je dois parler, c'est mon sujet que vous m'avez attribué, de l'impôt sur la fortune, il y a l'impôt sur la fortune des particuliers et il y a l'impôt sur la fortune des 1000 entreprises qui dirigent tout. Et permettez-moi de vous dire que les 1000 entreprises qui dirigent tout, c'est 10, 100, 1000 fois le problème des particuliers. Parce que c'est elles qui décident de ce que, du prix pour le boulanger, du prix de sa farine ou du prix de son pétrin. Souvent, le boulanger se dit, mais moi, mon apprenti coûte trop cher. C'est pas l'apprenti, c'est le gros. C'est celui qui vend la farine et c'est celui qui fait la métallurgie. Et tout petit salarié dépend des gros. Et c'est cela qu'il faut regarder d'abord quand on veut vraiment modifier l'économie. En France, je vous le dis, sortez la crise de votre tête. Il n'y a pas de crise. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et les richesses aussi mal partagées. Et la question pour laquelle nous sommes en mouvement, c'est pour le partage des richesses. Et la façon de la partager, il y a deux grandes façons. Augmenter les salaires, baisser les dividendes, et avoir un impôt progressif qui fasse que ceux d'en haut payent plus et que ceux d'en bas payent moins. Et c'est ça l'enjeu, à mes yeux, de la bataille qui est la nôtre. Non seulement la France est riche, mais étudions. Il y a 600 milliards d'euros d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 2 fois le budget de la France, pratiquement. Il y a les multinationales, elles sont 58. C'est le scandale qui a été appelé LuxLeaks. Elles ont blanchi chaque année à peu près 100 milliards au Luxembourg. Le gars Antoine Deltour qui a révélé ça, il a été poursuivi et condamné, mais finalement, on lui rend justice comme à Denis Robert, un autre qui avant lui avait dénoncé cela. Il y a des scandales qui éclatent tout le temps. Vous avez entendu, c'est des noms. Offshore Leaks. La Suisse Leaks. Panama Papers. Mais Offshore Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, c'est la même chose. Ce sont des dizaines et des centaines de milliards qui échappent au contrôle de la République alors qu'ils dépendent soit des multinationales, soit pour certains cas, d'impôts privés non réglés, détournés et blanchis. Vous avez 78 milliardaires en France. En tant qu'individus, ils détournent, ils blanchissent énormément. Mais ils le font aussi parce qu'ils sont chefs d'entreprise et que les multinationales qu'ils ont à leurs ordres leur permettent de le faire. Si on dit 100 milliards d'optimisation fiscale au Luxembourg pour 58 multinationales, ça permet de réfléchir. Parce que qu'est-ce que c'est le budget de l'État en France ? 413 milliards. Vous récupérez les 100 milliards des 58 multinationales, vous voyez ce qu'on peut faire en hôpitaux, en écoles, comment on peut reconstruire des routes et comment nos communes, nos associations, l'ensemble de notre vie peut être transformé. Les 500 premières familles, dans le temps on disait les 100, bon maintenant elles sont plus nombreuses à être riches, mais les 500 premières familles ont 460 milliards à elles toutes seules. 2 milliardaires, on peut les nommer, Arnaud et Bettencourt, si vous avez vu le film Merci Patron. 2 milliardaires ont plus que 20 millions de Français. La fraude fiscale, on a l'habitude de dire, vous entendez ce chiffre dans tous les journaux, que ce serait 80 milliards.
Le SNUI, Syndicat national unifié des impôts, qui est souvent une petite voix que personne ne veut entendre, c'est-à-dire c'est les gens qui travaillent sur place et qui font les calculs, ils disent que ce n'est pas 80, mais 100. La vraie fraude fiscale est de 100. Alors on nous dit, ah ouais, mais on ne peut pas l'avoir. Ils sont partis. Ben, ils sont partis. Mais on peut les retrouver où on veut. Vous dites que tout citoyen français, n'importe où sur la planète, doit rendre des comptes à l'impôt français, et vous faites comme les USA, vous obtenez qu'ils déclarent le moindre centime. On dira, oui, mais s'il est à Hong Kong, à Jersey, à Panama, on ne pourra pas l'avoir. Mais si, chaque centime peut être obtenu. Quand Cahuzac a été obligé d'avouer, on a su qu'il avait de l'argent à Hong Kong et à Guernsey jusqu'au plus petit centime. Eux, ils veulent savoir pour nos indemnités chômage. Ils veulent traquer, contrôler chaque centime. Mais nous aussi, on veut contrôler chaque centime à eux, là-haut. Et non seulement on peut le contrôler, mais on peut le faire revenir. Parce que les banques, elles sont intéressées à avoir la plus grande marge. Mais si vous dites une banque qui ne révèle pas à l'État français ce qu'un citoyen français a déposé sur son compte, cette banque ne pourra plus fonctionner sur le territoire français. C'est ce que les USA ont fait avec les banques. Et permettez-moi de vous dire que les banques suisses aux USA, elles déclarent tout ce que les Américains ont en Suisse parce qu'elles ont peur de ne pas travailler aux États-Unis. La 5e ou 6e puissance comme la France peut faire pareil ici. Et nous pouvons récupérer cet argent. Je suis en train d'énumérer 100, plus 600, plus 450. Mais ce sont des sommes qui sont 3 fois, 4 fois, 5 fois notre budget de l'État. Ces sommes-là, nous pouvons les ravoir. Il faut une volonté politique qu'il n'y a pas à Bercy, qu'il n'y a pas chez Macron, qu'il n'y a pas dans les dirigeants d'aujourd'hui. Parce que c'est eux qui ont cet argent. Ils ne veulent pas qu'on le sache, ils ne veulent pas qu'on se batte et ils ne veulent pas qu'on l'obtienne. Et donc, la vérité, c'est que cet argent-là, il vient d'où? De notre travail. Parce qu'on dit, comment l'ont-ils lu? Avec le travail, on peut vivre. Mais pour être riche, c'est pas avec le travail. C'est en exploitant le travail des autres. C'est la seule chose qui enrichit. Donc, s'ils sont riches, c'est avec notre argent, c'est avec ce que nous avons fait. Ils ont pris des marges trop importantes. Et pour corriger ces marges, qu'est-ce qu'il faut faire? Un impôt progressif, direct. Vous savez, sous Balladur, il y a très longtemps pour les anciens, 93, 14, il y avait 13 tranches d'impôts. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 tranches d'impôts. Moi, je suggère d'en avoir 20. De façon à ce que ça soit fin, mais que la progressivité de l'impôt permettre de cogner jusqu'au plus élevé. Et je propose qu'il y ait un salaire maxima. Ce n'est pas une invention. Ça existait aux États-Unis sous Roosevelt avant la Deuxième Guerre mondiale. Et un salaire maxima à 20 SMIC. Au-delà de 20 SMIC, on prend tout, c'est déjà beaucoup, c'est énorme 20 SMIC. Mais si déjà vous faites ça, Carlos Ghosn, il n'aura pas 600 SMIC par an. Lui qui en plus veut frauder au Japon, à Amsterdam, à Rio et à Beyrouth pour en avoir plus. Et Carlos Ghosn, ce n'est jamais que de l'argent qu'il a pris sur les ouvriers de Renault. Parce qu'un employeur sans les ouvriers, qu'est-ce qu'il est? Rien. 0 plus 0, la tête à Toto. Et donc c'est le travail et la répartition entre le travail et ceux qui l'exploitent qui est en cause. La progressivité de l'impôt en 20 tranches, c'est ça la naissance de l'impôt sur la fortune pour lequel vous m'avez invité à parler. L'impôt sur la fortune, c'est dire à ceux qui ont tant et tant, Bernard Arnault et les autres, vous devez rendre. C'est notre boulot qui vous a permis d'avoir votre argent. Et les répartitions ont été inégales jusqu'à présent. Nous voulons réobtenir sur nos salaires, parce que nos salaires, c'est notre travail. Nous voulons obtenir de quoi vivre décemment.
Nous ne voulons pas être réduits à l'état de mendiant, d'une aide à l'autre. Notre salaire, c'est notre dignité. Notre salaire, c'est notre effort. Notre salaire, c'est notre travail. Notre salaire, c'est que ce que nous voulons à la hauteur des efforts que nous produisons. Et vous, vous devez encaisser moins, avoir moins de marge, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'il y ait de telles inégalités entre le haut et le bas. Et là, quand on a ça, on touche à l'impôt sur la fortune. Mais pourquoi Macron ne veut-il pas? Macron a été élu avec 16 millions d'euros pour sa campagne électorale. Sur 16 millions, il y a 8 millions qui ont été donnés par 1000 donateurs. Il refuse de donner les noms des donateurs. Mais pourquoi? Parce que c'est ceux auxquels il supprime l'impôt sur la fortune. Ils sont malins, ces donateurs. Ils vous disent très clairement qu'ils soutiennent Macron, mais après Macron leur enlève l'impôt qui fait qu'ils gagnent beaucoup plus que ce qu'ils ont donné en aidant à sa campagne. Et après Macron, il dépend du mandat qu'il a auprès d'eux. Il est parfaitement à leur solde. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas retirer l'ISF. Mais s'il remettait l'ISF, Thomas Piketty, je m'abrite derrière une autorité, dit qu'aujourd'hui ce serait 10 milliards. En plus de tout ce que j'ai évoqué auparavant. Oui, la France est riche. Oui, il faut répartir les richesses. Oui, c'est possible. Oui, ça passe par notre salaire. Oui, ça passe par un impôt progressif. Et oui, ça passe par une baisse de la TVA. Mais ça n'est qu'une partie des choses dans l'ensemble du dispositif qui permettrait de vivre mieux. Dans notre pays, nous avons tout pour vivre mieux s'ils ne voulaient pas à chaque fois faire des économies sur l'hôpital, des économies sur l'école, des économies sur les routes, des économies sur les escalators à la RATP, des économies sur les guichets SNCF, des économies sur les petites lignes SNCF, sur l'ensemble des services publics. Et ils veulent faire ça parce que c'est eux qui pompent et ça ne ruisselle jamais. L'affaire de ça va en haut et ensuite ils nous font du bien, c'est faux. Quand c'est en haut, ils veulent toujours plus en haut. Et c'est à nous d'avoir le rapport de force pour leur dire c'est fini et revenez à notre protection sociale, revenez à nos salaires, revenez à ce dont nous avons besoin. La deuxième chose, je sais que mon temps maintenant est limité, je vous ai parlé de l'impôt progressif, je voudrais vous parler des 3 budgets en France. Ne croyez pas qu'il y a un budget. Ils vous mentent tous les matins. Ils vous disent qu'il y a 56% de prélèvement obligatoire. C'est faux. Parce qu'il y a un budget qui s'appelle la protection sociale. Un budget qui est celui des collectivités territoriales. Et un budget qui est celui de l'État. Et celui de la protection sociale, il est plus élevé. 498 milliards. Mais ce n'est pas un impôt. C'est une cotisation sociale. Tous les matins, on vous dit les charges sociales. N'écoutez pas ça. Vous, dans CELSAT, vous le savez qu'il n'y a pas de charges sociales. Ni dans le code du travail, ni dans le code de la sécurité sociale. Ce sont des cotisations sociales. C'est-à-dire une part du salaire mise dans un pot commun, mutualisée entre nous et redistribuée selon les besoins. Quand nous sommes en maladie, quand nous sommes au chômage, quand nous sommes en accident du travail, quand nous sommes en charge de familles nombreuses et quand nous sommes en retraite. Ce n'est pas des charges, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau en France, le salaire mutualisé. C'est ce qu'il y a de plus beau, la sécurité sociale. C'est ce qu'il y a de plus beau d'avoir ensemble une part de notre salaire. Mais vous avez bien compris que Macron veut supprimer ça. Ça fait 75 ans que ça existait. Mais lui veut supprimer les cotisations sociales et il veut que ce soit l'impôt qui le remplace. Des gens se diront, mais c'est peut-être pareil. Non. Parce que les cotisations sociales, elles sont préaffectées à nos besoins sociaux. Elles ne doivent pas théoriquement servir à autre chose. Or, elles servent à autre chose. Si vous les mettez dans l'impôt, vous pourrez très bien bâtir, je ne sais pas moi, 2 sous-marins nucléaires à la place de 20 hôpitaux. Et l'argent sera, s'il passe par l'impôt, et plus par votre travail, ni plus par l'employeur, l'argent vous échappera à votre protection sociale. La protection sociale, c'est ce qui est beau. Les cotisations sociales, c'est ce qu'on doit défendre. Sans cotisation sociale, il n'y a pas de sécurité sociale. Mais ça n'est pas un impôt. Ce qui est un impôt, c'est ce qui va à l'État. Et l'État, là, il fait quoi?
le reste, mais dont l'armée, dont toute une série de choses qui ne sont pas forcément nécessaires à tout le monde. Mais pour que ça soit utile, il faut quand même qu'il y ait un impôt. Le problème, c'est que là, l'impôt, il a baissé. En 25 ans, ils ont baissé les recettes de l'État. Pour ceux qui sont plus anciens, en 1999, la droite faisait campagne parce qu'il y avait une cagnotte publique. Cagnotte publique. Il disait à l'époque, dans le Figaro et ailleurs, qu'il y avait trop d'argent pour l'État. Et 25 ans après, c'est plus le cas. Mais pourquoi? Eh bien parce que les recettes, elles ont baissé. C'est pas parce que l'impôt est trop élevé ou autre chose, c'est parce que les recettes ont baissé. Et ils veulent prendre dans les caisses de la sécurité sociale pour compenser ça. Ne vous laissez pas faire. En même temps que vous défendez votre salaire, défendez les deux aspects du salaire. Le salaire net, ce que vous avez en bas de la feuille de paye, et le salaire brut, ce que vous avez en haut de la feuille de paye. Le salaire net, il vous sert à vivre tous les mois. Le salaire brut, il vous sert à vivre toute la vie. Les deux aspects du salaire sont payés par l'employeur et ils sont le fruit de ce que vous avez fait comme travail. Ces deux aspects-là doivent rester, on doit les garder. Augmenter les salaires, augmenter les retraites, augmenter les minima sociaux, redistribuer les richesses, faites que l'impôt soit progressif. C'est au cœur du mouvement que vous avez et c'est là-dessus qu'il faudrait évidemment se concentrer en termes de plateforme pour gagner. Merci de votre attention. Donc comme Gérard, moi aussi j'ai commencé à bosser à 14 ans. Je bossais au syndicat du livre, je nettoyais les chiottes, j'ai été poissonnier, j'ai été vendeur de sandwichs dans les trains. J'ai fait un paquet de métiers et je suis là aujourd'hui. Et là, vous avez eu deux intervenants, un qui vous expliquait que financièrement parlant, on nous baladait avec des histoires de TVA en nous disant qu'on vous veut la baisser et que ce n'était pas le fond du problème. Et un autre qui vous a expliqué que de l'argent, il y en avait. Et qu'il y en avait beaucoup et qu'il n'était pas forcément partagé. Et moi, je vais vous expliquer que pour que ce système fonctionne, pour que ces gens-là continuent à se mettre énormément d'argent dans la poche en nous expliquant qu'il faut nous en retirer un peu dans la nôtre pour le bien commun, eh bien, il y a des élus. Et que ces élus, quelque part, il faut les soigner. Il faut les bichonner. Il faut qu'ils soient bien dans leur basket et dans leur vie. Et que, bien entendu, l'humain étant faible, les élus eux-mêmes ont tendance, dès qu'ils rentrent dans le système, à s'y complaire. Parce que la soupe est bonne. Parce que la soupe est grasse. Et je me rappellerai toujours, j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était avant mai 2017, avant qu'un type qui s'appelle Macron, j'ai toujours du mal avec ce nom-là, soit élu président de la République, j'ai rencontré des députés qui allaient tout casser, qui allaient tout changer. On avait vu la droite c'était de la daube. On avait vu la gauche c'était de la daube. Le centre, n'en parlons pas, les extrêmes, n'en parlons pas. Moi, j'allais changer les choses. Moi, j'allais devenir un député qui n'allait pas être corrompu. J'allais vraiment m'occuper du peuple. C'est le discours, qu'il me semble, que j'ai entendu avant mai 2017. Et j'ai revu ces députés 6 mois après. Des gens comme vous, comme moi, qui étaient des gens qui étaient au SMIC pour certains, et 2000 €. Ceux qui allaient tout casser. Ceux qui allaient voter des lois pour s'occuper réellement du peuple. Ceux qui allaient moraliser la vie publique. Rendre enfin les gens plus heureux et avoir plus de partage. 6 mois après, ces gens-là étaient tous devenus des moutons. 6 mois après, ces gens-là votaient des lois scélérates comme un seul homme. 6 mois après, plus personne ne mouftait sur le fait qu'au perchoir de l'Assemblée nationale, il y avait un mec qui avait magouillé et qui était mis en examen pour des grosses magouilles. Est-ce que c'est ça la République que je veux? Est-ce que c'est ça qu'aujourd'hui on veut pour vivre? Depuis 40 ans, on nous promet du rêve et on nous donne du cauchemar.
Alors je peux vous parler des avantages. On en a eu un beau aujourd'hui parce qu'en plus ces gens-là sont au-dessus des lois. Les lois sont faites pour nous. C'est pas fait pour eux. Quand vous avez une ministre de l'écologie qui fait du 150 à l'heure, le jour où il y a un pic de pollution, j'appelle ça le summum quand même. Et en plus, pour la petite histoire, parce qu'on est encore là-dedans, c'est même pas elle qui va morfler, c'est son chauffeur. C'est lui qui va prendre l'amende, c'est lui qui va prendre les points. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que je l'ai déjà vu. Eh bien, elle va prendre un autre chauffeur. Et elle n'aura rien. Et pourtant, ces gens-là, c'est des gens qui, quelque part, nous représentent, soi-disant. J'ai pas l'impression que les gilets jaunes, c'est ce qu'ils veulent. Les gilets jaunes ne veulent plus de dirigeants, ils veulent des mandataires. Ils veulent des gens qui fassent exactement ce qu'on leur demande de faire. Et qu'ils arrêtent de nous dire ce qu'on doit faire sans nous demander notre avis. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des lois qui sont votées, ce n'est pas des lois basées sur le partage, c'est des lois basées sur le profit. Et par définition, le profit, c'est réservé à quelques-uns. Moi, je voudrais un peu plus de lois qui soient basées sur le partage, parce que le partage, c'est pour tout le monde. Ah, je pourrais vous parler aussi. C'est vrai, j'ai complètement oublié, ils ont moralisé la vie publique. Vous avez entendu ce truc-là, moralisation de la vie publique? Super mot. Monsieur Macron, il y a des caméras là. Je le redis. Pour le casier judiciaire, vous êtes un menteur. Vous avez menti devant la population française en faisant croire qu'aujourd'hui, plus aucun élu n'aurait un casier judiciaire vierge. C'est un mensonge. Mais maintenant, ça devient des mensonges d'État. Ils vous le disent à la télé, les yeux dans les yeux. Tiens, les yeux dans les yeux, ça me rappelle quelque chose. Les yeux dans les yeux, on vous affirme des vérités qui sont des mensonges. Et de moins en moins, on peut croire ce que ces gens disent. Gérard vous le disait, de l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a beaucoup. Et c'est à nous qu'on vient prendre 5 €. Et c'est à nous qu'on explique que, allez, parce qu'il ne l'a pas dit tout à l'heure, pour que vous ayez plus de pouvoir d'achat, on vous retire les cotisations sociales sur votre bulletin de paye. Génial! 50 € de gagné par mois que vous allez payer dans 6 mois, 7 mois, 1 an, en payant une mutuelle 200 ou 300 € qui vous donne le droit de vous soigner une dent tous les 10 ans. Et si vous voulez 2 dents, c'est en option. Ça sera 500 €. C'est ça qu'on nous propose. Est-ce que c'est ça que vous voulez comme société demain pour vos enfants? Eh bien, c'est ça qu'ils sont en train de nous proposer et c'est ça qu'il ne faut pas laisser faire. C'est ça où aujourd'hui les gilets jaunes qui savent lire et écrire se sont levés pour dire ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des moutons. Arrêtez de nous prendre pour des bœufs. Arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait. Et pendant ce temps-là, nos braves élus, ceux qui sont censés nous représenter, qui ont moralisé la vie politique, ont transformé un truc qui s'appelait l'IRFM en avance sur recette. Génial! Maintenant, et je vous le dis, tout ce que je dis pour ceux qui me connaissent savent que c'est factuel. Officiellement, dans l'avance sur recette, ils ont le droit de s'acheter une bagnole neuve. C'est légal. Parce qu'en fin de compte, il y a plein de choses légales en France. Et de plus en plus de choses légales, complètement immorales, mais légales. Ils ont le droit, c'est dans leur avance sur recette, de s'acheter une voiture. Je veux juste qu'on m'explique pourquoi 577 députés ont besoin de s'acheter une bagnole neuve sur mon argent. Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas leur argent. C'est mon argent, c'est ton argent, c'est votre argent. Et c'est notre argent qu'ils dépensent sans nous demander. Et qu'ils ne dépensent même pas pour nous. Ils le dépensent pour eux. Parce que comme je vous l'ai dit en propos liminaire, tout le système a besoin des élus pour officialiser la légalisation de notre pillage. Et de plus en plus, si on ne fait pas gaffe,
il va y avoir quelques individus qui dirigent et l'ensemble de la population qui subissent. Et moi, excusez-moi, j'ai 6 enfants. J'ai pas envie que mes 6 enfants vivent dans une société où ils seront obligés de mendier pour demander un subside. Ils sont obligés de voir avec ces braves élus, avec ces braves lobbying, si quelque part on peut leur accorder 3 centimes d'augmentation sur leur salaire pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer les crédits à profusion qu'ils vont nous mettre sur les doigts. Et surtout, taisez-vous. Parce que ce qu'ils veulent vraiment, c'est 2 choses. 1, qu'on ne regarde plus sur les étiquettes les produits qu'on achète. 2, que l'on ne regarde plus le nom de la personne pour laquelle on vote. Ça, c'est la société qu'on nous propose pour demain. Et surtout, ne réfléchissez pas. Surtout, ne regardez pas. Ne regardez pas, par exemple, des gens qui vous disent qu'ils sont hyper honnêtes, comme M. Xavier Bertrand. Ça vous dit quelque chose, M. Xavier Bertrand? Il a la cote en ce moment. C'est un type qui a déclaré à un moment donné, moi, je respecte la loi, je suis pour le mandat unique, je rends mon mandat de député. 3 mois après, il se faisait voter en 12 4 000 € bruts d'augmentation de salaire parce qu'il avait perdu son salaire de député. Est-ce que moi, en tant que salarié, quand je quitte un boulot chez Renault et que je rentre chez Peugeot, je dis à Peugeot, mais attends, je veux le salaire de Peugeot et donnez-moi en plus le salaire de Renault. Eh bien, c'est ce que font ces gens. Est-ce que c'est normal que Mme Rachida Dati, qui risque d'être candidate à la mairie de Paris, vienne de recevoir un chèque de 900 000 €? 900 000 €, payé par une entreprise qui s'appelle Renault. Et qu'il y a quelques années, j'ai découvert, et on l'a mis dans un de mes livres, qu'elle s'était fait faire aussi un chèque en tant que députée européen. Pardon, je suis bête. En tant qu'avocate, et en même temps député européen, un chèque de 400 000 €. Est-ce que vous croyez vraiment que ces gens-là font ça, reçoivent cet argent pour nous défendre? Est-ce que c'est normal que ces gens qui nous expliquent qu'on doit vivre avec un SMIC, que à la limite, les gens qui bossent à mi-temps, c'est tout à fait normal qu'ils gagnent que 500 ou 600 €, se font en 3 ans un chèque d'1,3 million d'euros? Eh bien ça, c'est nos élus. Alors je le dis toujours, tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus, il y a des gens honnêtes. J'en connais plein. Mais plus on remonte en haut de la pyramide, plus ils sont pourris et corrompus. Et c'est vrai que je pourrais vous faire la liste des avantages qui se sont octroyés. Il y en a plein. Il y en a énormément. Comment ça se fait qu'un élu paye 2 fois moins d'impôts que nous? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous, par exemple, quand on a plusieurs boulots, quand on a plusieurs salaires, c'est sur l'addition de nos salaires que la tranche d'imposition dont vous parlez, Gérard, est appliquée. Plus on gagne, plus la tranche monte. Eh bien, les élus, non. Ils payent sur chaque mandat. Et ce n'est pas cumulable. Donc, un petit mandat de 2 000 €, je suis à 13%, un autre petit mandat, je suis à... Et en fin de compte, ils payent 2 fois moins d'impôts que nous. Est-ce que c'est normal que les élus puissent cumuler toute leur retraite? Ça, c'est un avantage. Monsieur Hollande, aujourd'hui, est à peu près à 30 000 € de retraite. Nous, en tant que salariés, on n'a pas le droit de faire ça. On nous punit, on nous tape sur les doigts. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, on ne puisse pas contrôler un élu? On ne peut pas les contrôler. Ils freinent des cas de fer. N'importe quel salarié est contrôlé. N'importe quel salarié, chef d'entreprise, qui fait un repas au restaurant, est obligé de mettre le nom des gens avec qui il a dîné et de donner ça à son comptable. Un élu, non. N'importe quel salarié comme vous et moi qui mettons les doigts dans la confiture, on est viré de son travail. Un élu, non. Un type qui viole une nana ou qui touche un enfant, il est condamné, il n'a plus le droit de bosser dans un endroit où il y a des enfants, où il y a des femmes. Un élu, non. Eh bien tout ça, aujourd'hui, on dit, ça suffit. On dit, arrêtez de nous prendre pour des moutons. Maintenant, les patrons, c'est nous.
Et je vais terminer sur un super type. Super type qui vient d'avoir un poste honorifique. Voilà. Moi, je me marre parce qu'en plus, ces gens-là n'ont pas des discours cohérents. C'est-à-dire que M. Juppé, à une époque, déclarait qu'il était anormal que les salariés ne travaillent pas jusqu'à 67 ans. Il était pour, lui. Parce que vous comprenez, l'économie, l'argent, pour que la société vaille bien, il faut que les gens continuent à travailler, que les gens continuent à cotiser, et donc vous allez bosser jusqu'à 67. Et lui, M. Alain Juppé, eh ben, il a pris une de ses retraites à 57,5. 57 ans. Et j'ai du mal à comprendre que tous ces gens-là qui nous dirigent ne s'appliquent pas les règles qu'ils nous édictent pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change de système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le système est complètement vérolé. Et c'est pour ça que ces gens-là ne font rien contre la fraude fiscale. Par contre, la fraude au RSA, ça c'est inadmissible. Et ils embauchent des gens pour contrôler les gens qui sont au RSA. Parce que la fraude sociale, c'est inadmissible. Et le pire, vous voulez que je vous dise, les amis, c'est que malheureusement, comme ils nous endoctrinent, il y a des gens parmi nous qui le croient. Qui croient que c'est plus intéressant de courir après un truand qui a truandé sur 534 € plutôt que d'un mec qui détourne des milliards d'euros. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Il y a des gens qui détournent des milliards d'euros, on ne fait rien contre eux. Et des types, parce que c'est des cons aussi, qui détournent sur 534 €, eh ben on leur envoie les policiers, la BAC, la BRI et bientôt les flashballs. Parce que c'est la mode en ce moment, de tirer sur le peuple. Ça devient inadmissible. Et M. Juppé, aujourd'hui, juste pour information, il va toucher au Conseil constitutionnel 13 300 €. Il a déjà une retraite de 3 654, plus une retraite de député de 6 200 €. Elle n'est pas belle, la vie? Et comme il vient de quitter son poste de maire, on va lui rajouter en plus sa retraite de maire de Bordeaux. Donc grosso merdo, pour quelqu'un qui va au Conseil constitutionnel nous expliquer quelle est la vraie loi, celle que tout le monde, le peuple, doit appliquer, est un type qui va s'en foutre plein les fouilles. Je ne crois pas, et je te crois de moins en moins, que ces gens prennent des décisions pour l'ensemble du peuple. En plus. Oui, c'est vrai, en plus il y va en pleurant, et puis ça émeut tout le monde. Ça émeut tout le monde. Et le pire, et je pleure contre ça moi aussi, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Comment on peut encore croire ces gens-là? Comment on peut croire des gens qui tirent dans la tête de son peuple? Et aujourd'hui, pour des gens qui sont pacifistes comme nous, on nous tire dans la tête. Est-ce que c'est normal? Ces gens-là ne nous écoutent pas, ces gens-là nous méprisent. Mais le problème, c'est qu'on n'a que 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on s'organise? Mais on continue. Et on va continuer jusqu'à ce qu'ils cèdent. Et j'ai une amie qui s'appelle Priscilla, qui a une formule qui est très bien et que j'adore. On n'a pas fini de vous emmerder, monsieur Macron. Et ne vous laissez pas influencer par la tension, ne vous laissez pas influencer par la répression, ne vous laissez pas influencer par des gens qui vous disent que ce qu'on propose, c'est nul. Non. Il y a plein de formules qu'on peut mettre en place pour changer le système. Le RIC en fait partie. Mais je comprends. Je comprends que ces gens ne veulent pas du RIC. Pourquoi ils voudraient du RIC? Ça remet en cause totalement leur façon de fonctionner. Ça permet au peuple de reprendre la main. Ils n'en veulent pas. Priscilla le disait il y a 3 jours. Avec un RIC, on n'a plus besoin de partis politiques. Et ça, ils ne veulent pas.
Avec un RIC, si jamais ils nous posent des lois comme ils nous ont posé des lois scélérates, on peut les abroger. Le peuple qui, soi-disant, n'est pas intelligent, c'est ce qu'ils disent, on peut déposer des lois. Et on peut même changer la Constitution. Merci. Bonsoir. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la transparence pour nos élus. Pourquoi ? Parce qu'on pose des questions sur ce à quoi ont servi nos taxes, ce qu'ils font avec. Et lorsque la première fois j'ai posé des questions sur la taxe carbone, il y a une flopée de députés de la République En Marche qui défilaient comme des petits soldats avec un texte tout prêt pour nous dire mais vous comprenez rien, ça finance la transition écologique. 17 milliards reversés aux entreprises pour combler le CICE. Et ça n'a pas été financé, ça n'a pas été fait pour la transition écologique, mais pour payer les grandes entreprises qui ont encore eu des avantages fiscaux. Donc c'est vrai qu'on nous prend un petit peu pour des cons. Le président, lorsqu'il, en ce moment, se pavane pour animer les débats qui ont été mis en place, il appelle tous ceux qu'il a en face de lui mes enfants, les enfants. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait remettre en place, c'est l'ordre des choses. Ce ne sont pas nos dirigeants, j'entends dirigeants, parce qu'on a l'habitude de dire que ce sont nos dirigeants, mais ce sont nos employés. Ils travaillent pour nous. C'est pas l'inverse. Et ça, je pense qu'ils ont tendance à l'oublier. Ils l'oublient et aujourd'hui, on est là pour leur rappeler. On est là pour leur rappeler qu'ils travaillent pour nous et que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est là pour leur dire stop. Sauf qu'ils n'acceptent pas qu'on leur dit stop. Et c'est en ça qu'on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de démocratie et qu'on n'est vraiment pas écouté. Lorsqu'on a à revendiquer quelque chose et qu'on sort dans les rues en chantant la Marseillaise, on n'a pas à être reçu avec un comité d'accueil qui nous gaze. On n'a pas à être reçu avec des personnes qui nous tirent dessus. On n'a pas à être mal reçu. On devrait être plus écouté. Et c'est vrai, je suis d'accord avec le fait qu'on soit pillé constamment, alors que d'autres ne payent pas, ou moins. Et je pense qu'on les dérange, et c'est pour ça que voilà, le RIC arrive sur la table et ça les arrange pas. Pourquoi ça les arrange pas ? Parce qu'on aurait la possibilité de faire en sorte que des lois complètement débiles et qui prennent pas en compte la réalité du terrain. C'est mon débit qui va trop vite, c'est ça, je suis énervé, c'est pas de ma faute. Non, mais en fait, je dirais que effectivement le RIC, ça nous permettrait de mettre en place des lois, d'abroger des lois complètement débiles, qui ne sont pas en phase avec ce qui se passe sur le terrain, des lois qui nous permettraient d'apporter plus de justice fiscale, plus de justice sociale, qui nous permettraient enfin, lorsqu'on a, nous, pas des revendications, mais des propositions à faire, qu'on ait l'impression qu'elles soient étudiées et qu'elles aillent dans le sens du citoyen et pas dans le sens des grandes industries ou des lobbies. Alors tout ça pour dire que j'ai souvent entendu que le RIC, voilà, ils avaient peur de l'aspect révocatoire du RIC. C'est ce qui fait peur. Moi j'ai envie de dire, quand on se fait embaucher par une entreprise, est-ce qu'on ne signe pas le contrat sous prétexte qu'il y a une clause de licenciement ? Non, on signe le contrat, c'est comme ça. Si jamais on fait quelque chose qui ne va pas, on accepte le fait qu'on puisse être licencié. Alors je pense qu'en tant qu'élu, quand on sait qu'on ne fait pas correctement son travail, ou quand on sait qu'on le fait correctement, peu importe, on ne devrait pas avoir peur qu'il y ait une petite sécurité qui permette à l'employeur de virer l'employé. On est d'accord. Et pour tous les autres aspects, là où je trouve dommage, je trouve que c'est important de discuter avec son entourage, parce que ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement se sert un petit peu des sujets très sensibles pour pouvoir faire peur aux gens qui ne savent pas ce qu'est le RIC, en leur disant, en prenant des sujets tels que l'IVG, tels que la peine de mort, etc., pour faire croire aux gens qu'on va rétablir des choses ou abroger des choses, et inciter à la peur, inciter à la crainte, et faire en sorte que les gens rejettent complètement ce qu'ils ne connaissent pas. Et moi, je vous invite à informer votre entourage. Il y a des tracts qui sont faits pour informer les uns et les autres. Si on ne sait pas ce que c'est, il y a des réunions comme celle-ci qui se font. Il y a des experts qui travaillent sur le sujet depuis de nombreuses années. Ne pas hésiter à les solliciter, à organiser des débats. C'est une autre forme de manifestation. Moi, j'ai entendu beaucoup le mouvement s'essouffle. Le mouvement ne s'essouffle pas, le mouvement, il évolue. Il évolue par ce type de réunion-là, il évolue par des assemblées, il évolue par des initiatives qui sont prises à la place des membres du gouvernement. Parce qu'on nous dit pourquoi on ne fait pas confiance aux élus, pourquoi on ne laisse pas les élus faire, mais parce que les élus nous mentent depuis des années, parce qu'ils font ce qu'on leur dit de faire et non pas ce pourquoi ils ont été mandatés. Et moi, je pense que c'est important qu'on continue à occuper le paysage, qu'on continue à occuper l'espace, et que comme ça, on essaye de faire en sorte que l'opinion publique puisse voir ce qui se passe dans la réalité.
et puissent comprendre que ce pour quoi on se bat, c'est un combat qui concerne tout le monde, parce qu'on essaie aussi de nous diviser, Paris, province, banlieue, territoire d'outre-mer ou hexagone, et on essaie tous de nous diviser afin qu'on pense qu'on n'est pas concerné par le problème de l'autre. Or, ça concerne tout le monde. Alors, il y a les beaux jours qui arrivent, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de gens dans les rues, et je vous invite à communiquer plus largement autour de vous pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à faire entendre notre voix. On est dans nos raisons, je pense qu'on sait très bien pourquoi on est dehors, hein, on n'affabule pas complètement. Et moi, je vous invite à continuer à communiquer autour de vous. Et je voulais dire aussi que concernant la démocratie en général, on pense qu'on vit dans un pays et qu'on est en démocratie, et on se rend compte qu'on ne l'est pas lorsqu'on commence à vous censurer. C'est quelque chose qu'il faudrait aussi montrer à votre entourage. Lorsqu'on est censuré, qu'on nous empêche de partager des choses, on nous empêche de partager des images, qu'on nous empêche de partager les violences policières qui ont lieu envers soi les manifestants, envers soi les street medics, envers soi les journalistes, même les indépendants ou pas forcément indépendants. Mais lorsqu'on sait qu'on commence à déranger, c'est qu'on est dans le vrai. Il faut savoir que moi, je suis pour que les personnes qui incitent les forces de l'ordre à agir un peu à l'encontre de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient pu être aux commandes, à participer à toutes les initiatives qui visent à sanctionner les responsables. Moi, je suis très heureuse de participer à l'action qui a été menée par le collectif Article 35, qui vise à attaquer le ministre de l'Intérieur, donc M. Castaner et le président, devant la Cour pénale internationale pour qu'ils répondent de leurs actes. Pour moi, c'est absolument pas normal. Alors, c'est absolument pas normal qu'on laisse la sécurité du pays entre les mains d'un sociopathe qui s'amuse à utiliser les forces de l'ordre pour tirer sur les uns et les autres. Voilà, et je conclurai en disant que on se donne rendez-vous encore samedi prochain. Merci à vous aussi. Parce que je rappelle quand même qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la salle et que c'est un vendredi soir, que vous pourriez être parti en vacances ou regarder les Césars et que vous êtes là pour l'avenir de vos enfants.